Et voilà, nous sommes en ligne. La bonne page. Ah ouais, le Voilà. mec il est narcissique, Regardez ma page X. Bah, surtout que je suis Regardez-moi. allé ouvrir les voir si j'avais pas oublié un sujet ou quelque chose en plus. Toujours qui se justifie quoi, je vous jure. Ah oui. Salut à tous, bonjour Internet, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Emily. Comment ça va? Aujourd'hui, Eh ben, ça va très bien. Bonjour Evily aussi. Désolé du retard, c'est ma faute, je garde un chien en ce moment, Pépone pour ceux qui le connaissent, qui a été malade cette nuit, donc il a eu une diarrhée et ça m'a réveillé en fait tout simplement, tu sais, avec, l'odeur et tout donc j'ai dû nettoyer tout ça, grosse semaine aussi donc assez fatigué donc je me suis réveillé plus tard que prévu donc j'ai tout fait en décalé, la promenade des chiens, un petit peu de sport quand même, parce que le samedi je dois faire ma session et voilà le temps après d'arriver, de donner à manger tout ça donc 1000 excuses pour le retard. Heureusement ça va, on n'a pas trop de sujets pour ce matin et toi Chêne, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? bah écoute, la semaine s'est très bien passée, enfin très bien. Tout est relatif. En fait, oui et non. C'est 2-3 crises de nerfs au travail, mais ça va. Oh ça On va? a réussi à rattraper Ouais, les choses. Ouais. d'habitude c'est 10 alors du coup, là, Enfin, crise de ouais nerfs, 3. c'est pas vraiment des crises de nerfs, mais c'est en mode, entre le client qui essaye en gros de gratter, qui du coup te donne pas certaines infos, et quand tu arrives, que tu découvres sur place que bah, qu'il y a un monde entre ce qu'il t'a dit et la réalité des choses, ben forcément voilà. Et j'étais à 2 heures du bureau, donc en gros tu retournes pas au bureau pour aller chercher du matos parce que sinon c'est la Pas merde. écologique. C'est pas écologique Voilà. aussi donc Bah, sans parler d'écologie, en réalité, c'est surtout qu'on a un manque d'effectifs en ce moment. Et donc, toutes les interventions s'enchaînent, tu vois. Il y a très peu d'espace, en fin de compte, entre chaque. Et là, le mec, je pouvais pas revenir avant 2 semaines, quoi. Donc, juste, je ferai remarquer à des gens qui nous regardent que tu es déjà en t-shirt. Nous sommes au mois de mars, c'est ça, l'avantage de la Côte d'Azur, hein, c'est que la journée, on peut déjà se mettre, alors que c'est même pas encore la fin de l'hiver, enfin, officiellement, ça sera le 21 mais j'ai appris ça, courage pour le taf, ça a pas l'air simple en ce moment. J'ai l'impression que c'est jamais simple, hein, ou alors, c'est non, peut-être ça là. l'est jamais parce que en fait, on part de tellement loin par rapport à l'historique de l'entreprise. L'entreprise, elle a 25 ans. Donc forcément, 25 ans, il y a eu des changements de dirigeants. Et du coup, en fait, il y a eu une grosse phase de stabilisation pendant 3 années qui ont été compliquées. Et aujourd'hui, en fait, on est dans le schéma en fait un peu post-Covid, période un peu incertaine économiquement, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent à investir. Et le problème, en fait, c'est qu'on est sur un fil de rasoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas en déficit non plus, mais on a du mal à passer en fait le palier au-dessus, et on a besoin de passer quand même le palier au-dessus en vue de l'activité qu'on a aujourd'hui. Et bah, ça rend les choses qui peuvent être compliquées. Mais, mais voilà, hein, c'est comme ça fait partie du jeu, et on y arrive quand même malgré tout. Eh bah, écoute, bah, bon courage comme, t'a dit Evily, hein. Je suis en t-shirt depuis 3 semaines. En fait, d'habitude, je suis pas en t-shirt quand je fais un home morning. D'habitude, je suis plutôt en chemise ou avec la casquette, mes casquettes un peu habillées. Là, j'avoue que j'avais envie d'être un petit peu plus chill. Euh, donc voilà, c'est pareil. J'avais pas le temps ce matin. Je réfléchissais à tas d'autres choses. Je vais bosser un peu cet après-midi. Je vais faire des trucs pour moi. Donc bon, je me suis dit, allez, j'ai pris mon t-shirt, j'ai pris la casquette, et puis on va faire au plus simple. Sinon, du coup, bah écoutez les amis, je pense qu'on va gentiment commencer un peu l'émission. Je vais juste rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, Dadou, c'est que tu parlais de l'odeur en fait. Tu parlais de l'odeur qui t'avait réveillé durant la nuit, hein, on va passer les détails. Mais est-ce que tu savais que il y avait une étude qui avait été faite justement sur des modèles de réveil, réveil qui était plutôt olfactif,
du coup, et pas sonore, comme on peut avoir l'habitude d'avoir en temps normal. Et a priori, d'après les études qui avaient été publiées, il y avait un côté en fait beaucoup moins agressif, en fin de compte, pour faire émerger une personne grâce à une odeur, que plutôt par rapport à un réveil, et que derrière, en fait, même au niveau émotionnel, c'était meilleur. Alors, Alors, ça dépend de l'odeur, je pense aussi. je pense que ça dépend de l'odeur, oui. Parce que moi, je te dis, quand je me suis réveillé à 4h du mat, j'étais pas en mode oh, trop bien. Oui, ça sentait pas la rose, ça c'est Voilà. sûr. Non. Non, non. Dans l'expérimentation qu'ils avaient faite, c'était avec des fraîcheurs plus citron, menthe, café, tu vois, vraiment Ah, j'aimerais. Ah, des par odeurs contre, comme j'aimerais ça. trop me réveiller avec une odeur de mangue. Ah putain, Mm. par contre là, faudrait que je le teste. Faudrait que je teste. Faudrait que je. Tu sais quoi, je vais faire. Vu qu'il est malade, la pépone, je vais lui faire manger que de la mangue et je vous ferai un retour prochainement. Bah, après digestion, je suis pas sûr, hein. Non, ça sera plus de la. Ça sera de la. Ça sera plus de la mangue en fait, ce qu'il en reste malheureusement. Hop, et je crois que là, bah, t'en as. Tac. En tout cas, ouais, c'est Voici intéressant. fonction de l'alarme sonore. Disons, capsule menthe offerte pour chaque réveil. Donc là, hop, je vous fais une petite parenthèse. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Ah oui, regardez, là vous en avez un par exemple, 80 €. Senteur menthe pour le réveil. Ça dure combien de temps? Il faut le recharger après ce truc-là? C'est effectivement, t'as un flacon un petit peu comme les flacons que tu peux avoir par exemple pour les cigarettes Ouais. électroniques ou les huiles essentielles par exemple. Et en fait, t'as un réservoir, tu le mets à l'intérieur et en fait le système va se mettre à chauffer le liquide tout simplement pour dégager en fait une odeur après dans la pièce et tout. Et alors je pourrais pas te dire celui-là. Ah bah tu vois, il parle jusqu'à 30 diffusions. Donc tu vois, Ah par ouais, ça dure capsule. un mois quoi. Ok. Hmm. Ok. Oui, Ouais, parce que par intéressant. contre, si tu le recharges tous les jours, ça peut être un peu chiant. Et sinon, bah écoutez les amis, pour revenir un petit peu, on va faire les choses dans l'ordre, hein, bien évidemment. Actualité au morning. Alors, le titre du site n'est pas actuel, hein, ça c'était la dernière. Si, elle est actuelle, pardon, excusez-moi, puisqu'il s'agit de l'émission de vendredi prochain. Voilà, bah, comme quoi j'avais bien fait le boulot à l'avance cette fois-ci, tu Ouais, vois, j'ai eu ouais, un. tu en avais déjà même parlé la semaine dernière et tout, donc Ouais, soirée ouais. débat Monster Hunter Wilds le 21 mars avec Ranek, moi aussi, et je sais pas qui d'autre pourrait Il y avait participer. peut-être Reload, non, qui voulait participer au briefing, à voir. Alors Bracing, ça va être son anniversaire, donc il m'a dit qu'il serait un peu occupé. Reload, Oui, on en a pas parlé, après je sais pas, peut-être je lui proposerai s'il veut venir donner son avis ou quoi. Peut-être Anek aussi, il a des gens de son côté, donc de toute façon on fera le point lundi à la réunion pour voir ce qu'il veut. Et ça va être très intéressant d'en parler de ce Monster Hunter Wilds parce que j'ai des choses à dire en bien comme en moins bien. et sinon, dans les autres actualités Ozing, hein, on va essayer de parler un petit peu plus de la chaîne Ozing qui existe au niveau YouTube. Certains ne la connaissent pas. Mais elle fonctionne maintenant. À une époque, elle n'était pas trop alimentée, alors que là, ça y est, on est enfin un peu plus assidu. Et si vous vous présentez donc sur la chaîne, vous verrez qu'il y a plusieurs. Vous avez déjà toutes les catégories à disposition. Donc les pour vous, donc ça c'est classique, hein, c'est ce que vous n'avez pas encore vu. Et après, vous avez les rediffs du vendredi soir et les rediffs des samedis matins. Et donc, comme vous pouvez le voir, elles sont régulières hein, maintenant au niveau des publications. Et donc, vous retrouvez toutes nos émissions sur les chaînes. Et là, cette semaine, bah, il y a deux vidéos qui sont sorties. Bah, celle du Home Morning de la semaine dernière et celle de la soirée Pico Park avec Ray. On peut même rajouter un truc très important, c'est qu'elles sont toutes chapitrées, surtout les Home Morning où chaque sujet en fait est chapitré. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse précisément, vous allez dans la barre de description et vous pouvez y aller directement ou alors directement sur la barre du player où pareil vous avez aussi les sujets qui sont affichés. Donc voilà, après voilà, comme ça vous faites un peu à la carte. C'est important aussi de faire ça pour améliorer le confort et aussi ça marche un peu plus pour le référencement hein, quand on chapitre un peu plus les vidéos. Donc très précision assez importante.
Et du coup, les amis, on va démarrer dans la catégorie film, série, jeux vidéo avec un premier sujet. Bah, Et Evily, elle va être contente. Puisque je vais vous parler de ce qui a été présenté dimanche dernier au soir, c'est-à-dire la bande-annonce de presque 10 minutes du prochain jeu de Hideo Kojima, à savoir Death Stranding 2. Et donc vraiment, bah, ça a fait quand même le buzz sur internet parce que visuellement, ce jeu c'est déjà une claque en termes de personnages, de représentation, puisqu'on a vraiment des acteurs qui vont interpréter leur rôle dans ce jeu. Et aussi les environnements, vous allez voir un peu tout à l'heure, qui sont fabuleusement beaux, plus variés que dans le premier aussi. Donc vraiment, ça a été très très impressionnant comme claque technique tout d'abord. À savoir, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Death Stranding est un jeu en fait assez original, hein, puisque vous allez faire des livraisons dans un monde post-apocalyptique, avec aussi un peu des phases d'infiltration, hein, puisqu'on sait que c'est aussi ce qu'aime faire le bonhomme. Et donc moi je l'attends de façon curieuse pour voir s'il y aura des améliorations, parce que je n'ai pas aimé le premier. J'ai joué plus de 20 heures, parce qu'il y en a qui te disaient qu'il fallait y jouer assez longtemps pour commencer à comprendre le délire. Sauf que moi, j'ai pas du tout apprécié parce qu'il y avait énormément de missions. C'était aussi un reproche que j'avais fait à MGSV, où je trouvais que le jeu était bien, mais bourratif, c'est-à-dire que vous faisiez une mission, vous la trouviez géniale, et en fait, il vous la reproposait 10 fois. Donc je pense que Kojima, malheureusement, depuis un certain temps, est allé dans une direction qui me parle moins en termes de game design et de et de boucle de gameplay. Par contre, voilà, je reconnais quand même les qualités objectives, hein, voilà, comme là, vous pouvez voir, c'est quand même complètement magnifique. Donc, alors je vais pas l'acheter Day One, c'est sûr, parce que comme j'ai pas aimé le 1, mais peut-être à l'occasion je le testerai. Il semblerait aussi qu'il y aurait peut-être des modifications dans le gameplay, donc je regarderai les tests. Mais regarde ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt magnifique. Et moi, je trouve assez bizarre aussi ce qui se passe aussi en ce moment, à savoir que bah, même nous, en interne, on a des gens comme Evily, hein, qui adore Kojima, non, je plaisante, qui le déteste. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en interne, où je trouve que, quel que soit un petit peu le sens, c'est-à-dire que vous êtes en adoration ou en critique, et je trouve qu'il y a un manque de mesure. C'est-à-dire que moi, par exemple, Kojima, j'ai adoré à l'époque des premiers Metal Gear jusqu'au 4, Zone of the Enders aussi. Et après, quand il est parti de Konami, qu'il a commencé à se lancer en solo, bah, je trouvais ça moins bien. J'ai l'impression que je suis un peu seul, c'est-à-dire qu'il y en a qui le détestent absolument, il y en a qui l'adorent absolument. Et salut à Knight Sobaz, ayo. J'espère que tu vas bien, sois-toi confortablement. Et aussi, bienvenue à petite toi. question, savoir d'où tu viens, si tu viens de Twitch ou de X par rapport à la visibilité. Ah, Donc ce nom voilà, je devrait te continue un petit parler, peu. Dado. J'en ai parlé en réunion de ce nom. Moi j'oublie tout, alors pardon, Donc tu viens de la Réunion, c'est le mec qui n'a rien compris. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis un peu bizarre, donc là-dessus, voilà, j'ai adoré Kojima à l'époque. Je trouvais même excellent. Il avait fait un jeu de vampire aussi sur console portable avec le capteur solaire. Bon, ça marchait pas forcément très bien, mais voilà, c'est clair que c'est un nom dans le domaine. Mais je pense que voilà, on peut reconnaître cette prouesse, ce génie qu'il a eu peut-être d'antan, mais que maintenant, voilà, il faut quand même pouvoir aussi le critiquer, c'est-à-dire dire que voilà, bah, on peut aussi penser que Death Stranding est un jeu ennuyeux qui ne parlera pas à tout le monde. Et dans un sens, c'est bien aussi qu'il y ait un peu des jeux comme ça, hein, qui soient tranchés, qui vont parler à certains et pas à d'autres. Et qu'après, voilà, moi je pense qu'il faudra qu'on puisse quand même rester dans la discussion et voir qu'est-ce que donnera ce prochain Death Stranding 2. Mais je vous ai dit, je le prendrai pas de suite. Alors, on vient de partout, les autruches inondent prochainement le monde. Eh ben oui, c'est ça, les autruches vont dominer le monde après les chats. Tout à fait. Alors, toi, Shane, est-ce que tu avais vu passer cette bande-annonce de Death Stranding Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de tout ça Du coup, j'en profite juste pour dire oui, les autruches vont dominer le monde, surtout les autruches montées par des preux chevaliers. Je vous montrerai l'image tout à l'heure sur X. Du coup.
Et sinon, ben, en parlant des images, ben, ça fait partie des jeux où je pourrais difficilement me poser dessus, c'est-à-dire que je jouerai les premières heures pour plaisir, mais par contre, c'est pas le genre de jeu sur lequel, en fait, je passerai forcément des heures. Par contre, je reconnais quand même une touche cinématographique qui est quand même extrêmement bonne. Moi, j'adore ces images, là, ce qu'on même on est en train de voir et tout. Et je crois que justement, on parlait en off du fait qu'aujourd'hui, ben, Kojima, je trouvais qu'il était bien meilleur en termes de scénario, voire limite de film à la limite, qui pourrait nous sortir justement des films d'animation comme ça, parce que ça manque Il va y aussi, hein. avoir. C'est prévu qu'il y ait un film Death Stranding aussi. Donc, Ouais, donc en plus, s'il y a un film qui arrive derrière, non, non, c'est excellent. Mais tu vois, par contre, comme tu dis, c'est le côté jeu. Ces jeux, j'ai beaucoup plus de mal à accrocher sur tout ce qu'il a fait dernièrement que ce qu'il faisait au début. Tu vois, ouais, c'est... ouais. Ouais, je suis comme toi. Je pense que à l'époque de quand il était chez Konami, il était peut-être entouré de plusieurs autres personnes. C'était un peu différent que là, quand on a un grand artiste qui est tout seul, un peu dans sa liberté, bah, ça va être encore autre chose. On l'a vu récemment. Là, j'avais fait ce parallèle quand on en a discuté en réunion, mais Francis Ford Coppola, avec son film Megalopolis sorti l'an dernier. Où le gars, bah, il a fait son film avec son propre argent, tout était lui, il y avait pas de grosse, boîte d'édition derrière et ben, voilà, c'était spécial quoi. C'était un truc assez tranché, beaucoup moins, parlant que Le Parrain ou Dracula, enfin donc c'est comme ça. C'est, faut pas, je pense, tout le temps dire parce que c'est un artiste et l'encenser, pour tout et rien. Il faut reconnaître qu'il a été bon, qu'il est voire encore bon, comme là on le voit sur le point sur la technique. Mais que c'est pas tout le temps un flux continu. Alors, Knight qui nous dit Ostrich is a new cat, je bascule dans l'ombre, des bisous à vous. Eh bien, merci à toi, des bisous, et passe un bon week-end. Le papa des Godfather, eh oui. Ah oui. Et d'ailleurs, attends, avant de partir, Knight, si tu avais vu justement Megalopolis l'an dernier, sinon c'est pas grave, tu répondras ou pas. Est-ce que tu en avais Ouais. pensé, quoi, justement? Bah, on te fait des bisous, mais sincèrement, les sujets qu'il peut y avoir après peuvent t'intéresser ou peuvent amener à débat, si jamais tu restes un peu plus. Mais sinon, on te fait des bisous, puis bah, on se voit bientôt sur les réseaux, de toute façon. Moins fun. Eh oui, tu vois, on est d'accord. Mm. Yes. Autre sujet, autre chose qui arrive prochainement, c'est la bande-annonce de Black Mirror. Et oui, avec, une fabuleuse actrice que vous avez vue, qui a interprété, Georgia, Meloni dans Le Pingouin, donc c'est comme ça commence à être une révélation, donc moi j'adore cette actrice, donc je suis très content de la voir, qu'elle va être dans un des épisodes, des 6 épisodes de la saison 7 de la série, tant, célèbre de Black Mirror. Bien que dernièrement, il y a quelques saisons, en dessous, je pense, ça a pu un peu décevoir. Il reste quand même toujours des épisodes, hein. Je crois que l'épisode 3 de la saison 6 c'était quand même une masterclass, faut reconnaître, mais que les autres, c'était pas forcément terrible. Après, hein, c'est comme ça a toujours été le cas, hein, parce que Black Mirror va tenter des choses à chaque fois pour faire un message plus ou moins en rapport avec les écrans sur la société. Et c'est sûr que quand tu testes plein de trucs différents, ça peut pas être toujours une qualité constante. Là, ça va être encore pareil, parce que cette bande-annonce est assez intrigante sur pas mal d'épisodes. Il y a forcément l'IA qui va être intégrée avec là-dessus des propos. Alors bien sûr, il y aura toujours un peu ce côté message angoissant, mais j'espère que pas que. C'est-à-dire que moi, j'attends aussi que cette série-là, qu'elle soit dans l'horreur et tout, dans le questionnement, mais pas que dans le sens négatif. C'est-à-dire que j'aimerais bien aussi voir un peu de nuance. Après, c'est ça aussi que je reproche souvent, c'est que la fiction va toujours être dans le sens dramatique. Alors c'est très bien, mais je pense il faut pas faire que ça. C'est-à-dire qu'il faut être un peu dans les deux sens. Donc on verra bien ce que cette saison va donner. Toi, elle sort le 10 avril, là, d'ailleurs, donc c'est dans moins d'un mois. Toi, Shane, qu'est-ce que t'en penses là, de Black Mirror, tout ça? Est-ce que tu attends toujours cette saison? Enfin, Alors, si j'attends cette saison, je suis curieux. Après, Black Mirror, j'ai une relation très particulière avec cette production parce que derrière, en fait, je suis pas. J'ai bien aimé en fait les phases où il faisait des épisodes courts, un petit peu moins quand il faisait des contenus justement qui duraient toute une saison. Il y a certains épisodes, voilà, je les trouve pas très constants
en fait, dans ce que je peux apprécier. Mais c'est normal parce qu'en termes de sujet, ben, il touche un peu à tout. En fin de compte, il Et touche ouais, un petit peu tous les sujets. Et donc, des fois, bon, il y a quelques sujets qui me parlent beaucoup moins et d'autres qui me touchent un peu plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sont de belles réalisations avec une très bonne rythmique, une très bonne qualité, que ce soit aussi bien du montage que du cadrage, du son, même de l'émotion. Non, non, on est très bon. Donc, c'est vraiment, c'est pas au niveau de la technique que, tu vois, plus une sensibilité personnelle, en fin de compte. ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est la variété aussi des environnements proposés, des décors et tout. Donc, pareil, là aussi, ça, on verra. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici le 10 avril, quand elle sortira. Alors, je sais pas si elle va sortir avec les 6 épisodes d'affilée ou si ça sera une fois par semaine. Donc, je crois que Netflix sont plus dans le délire de tout sortir d'un coup. Donc, on Alors, verra bien. il y a des... je crois que ça, c'est vraiment en fonction de la production, parce que Ouais, depuis que j'ai Netflix, on a eu des phases où tout est sorti d'un coup, hein, c'est d'ailleurs le modèle le plus courant. Des phases où ils te sortent 3 épisodes par semaine, tu vois. Donc ouais. ça aussi, ils l'ont fait. Et il y a déjà eu aussi des périodes ben, comme Dragon Ball Daima ou Ranma par exemple, ou Dadadan, les trois typiquement, ben, c'est un par semaine. Donc Oui, c'est vrai. il y a plusieurs formats chez Netflix. Autre sujet, autre contenu, on n'en a pas encore assez discuté apparemment sur les émissions précédentes. Il s'agit de l'émission Touche pas à mon poste. Et oui, parce que j'ai regardé cette émission qui est disponible maintenant sur YouTube depuis une semaine, donc j'ai voulu tenter l'expérience. Et j'en avais parlé aussi de la semaine dernière où j'avais dit que j'avais plutôt un a priori, un avis négatif sur le format. Et ben, je suis revenu sur mes propos parce qu'en fait, je trouvais ça bien. Et je comprends en fait le succès de cette émission parce que vu que maintenant moi je suis pas du tout un mec qui regarde la télé, bah, j'en ai profité comme c'était sur YouTube pour voir un peu et me forger mon propre avis. En fait, bah, déjà c'est vachement bien donc là-dessus comme j'avais pu le dire, Cyril Hanouna, quoi qu'on en pense, en termes de technique, d'animation, d'animateur est très, très bon. Il sait en fait à chaque fois rebondir dès qu'il y a une phrase, tout ça, faire rire, franchement, là-dessus, moi, je peux que louer sa spontanéité et sa force. D'ailleurs, j'ai fait un peu de théâtre d'improvisation, donc là-dessus, en tant que modèle objectif, ouais, je reconnais quand même que le mec est fort. En plus de ça, la variété des sujets proposés est intéressant. À l'heure actuelle, où on est un peu plongé dans des algorithmes, et ben là, on va très bien parler de relations hommes-femmes, de politique, de trucs sexuels, de bouffe, de trucs de campagne, enfin vraiment tous les sujets. Parce qu'en plus de ça, ce qui est bien, c'est que moi, il y a un truc comme j'aimais aussi à l'époque des émissions de Hardisson, c'est que tu as le politique qui est invité, tu as un sociologue, t'as la bimbo, t'as un peu tout le spectre du type d'individu de tout âge. Et moi qui suis assez universel dans le sens que, pareil, même à l'époque de Hardisson, j'aimais bien un peu ce format-là où tu avais un peu tout type de catégories de gens qui sont censés ne rien avoir à faire ensemble, bah, se retrouvent là au milieu d'un plateau et discuter. Donc c'est assez marrant. Donc non, non, bah, agréablement surpris, là-dessus sur TPMP. Donc bah, après, moi je regarderai comme ça de temps en temps, tant que ça sera disponible sur YouTube. Après c'est sûr, je vais pas non plus me remettre à regarder la télévision. Mais non, ouais, je voulais faire un petit retour là-dessus, donc sur pourquoi et au lieu de regarder des courts extraits, à l'occasion, vu que vous allez être à internet, vous faites comme vous voulez, mais je vous invite quand même à regarder par curiosité et comprendre un peu le pourquoi du comment cette chaîne réussit, quoi. Toi, chaîne, je sais pas si je me suis dit, j'ai hésité. Je me suis dit peut-être qu'il est curieux lui aussi. Il va aller y regarder vu que maintenant c'est disponible en direct Non. sur YouTube. Non, non, t'es pas allé voir du Non. coup. J'en profite pour dire bonjour à H qui est là. Salut H, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Ouais. Salut le H. Et après, alors du coup, ce que je t'ai dit, est-ce que tu seras toujours curieux? Tu vas quand même aller voir ou pas du tout Non, parce que j'ai envie de te dire que les extraits que des fois que sur lesquels je peux tomber sur les réseaux sociaux ou autres me suffisent en fin de compte. Et en termes de temps, j'ai du mal à consacrer du temps déjà à ce que j'aime. Alors si je dois consacrer du temps à des choses qui m'intéressent moyen ou des gens
qui m'intéresse moyen. Voilà, ça m'embête un petit peu. Comme je disais, comme tu Ah, disais, il est hyper intéressant dans sa construction, il est hyper intéressant dans sa communication. Il a une très très bonne équipe autour de lui. Je pense même en plus de ça que le revers de la médaille, donc la fermeture de son la émission chaîne déjà C8. du Ouais. côté de C8 et compagnie, ça va peut-être même juste le renforcer encore plus au niveau du public, parce que là, il fait une transition qui est sur les réseaux, mais je rappelle qu'il revient à la télévision au mois de septembre. Donc c'est-à-dire qu'en attendant, les gens vont s'habituer à cette consommation justement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet. Et quand il reviendra à la télévision, bah, il va retoucher, on va dire, son public de cœur, son public de d'habitude. Il y a Mais encore, hein. son émission En sera fait, sur les deux là, plateaux. ouais, non, mais là, en fait, c'est diffusé encore sur les chaînes de télévision. Alors, ça dépend Oui, des opérateurs, mais voilà. En mais plus, c'est ça, c'est les deux là. Là, c'est c'est ça. TV et Intel. Après, ça va encore changer, je crois. Ça va être sur M6 ou W9, mais c'est déjà sur la télé. Donc, Oui, c'est sur la télé, mais si tu veux, son émission, elle n'est pas permanente et la chaîne n'est pas permanente. Donc c'est un rendez-vous où il perd quand même de l'audience. Alors que demain, il se retrouve sur M6, il revient en gros sur le gros canal de diffusion. Donc là, c'est les cinquantenaires et plus, hein, majoritairement, qui sont ce qu'on a vu avec C8, qui était la majorité du public d'ailleurs, même de l'émission, au niveau du sondage au niveau des sondages. après, moi, personnellement, je sais que là, j'en profite aussi pour le dire. J'étais assez contre, c'est-à-dire le tout type de censure de ce qui s'est passé. J'aurais préféré que tout simplement ça reste sur C8 et qu'on C'est n'en pas de la parle pas, qu'on censure. laisse la liberté d'expression. C'est pas Mais de en la parallèle, liberté d'expression, de la censure. et en parallèle, ce qui est attends, tu vas comprendre où je veux en venir. C'est que de toute façon, non, mais il y a eu des attaques de l'Arcom, tout ça, qui ont fait qu'en fait, au départ, il n'y aurait pas dû y avoir ces attaques-là. Mais à contrario, il y a eu aussi une polémique cette semaine avec des caricatures de Cyril Hanouna. Et là, en fait, pareil, je pense qu'en fait, il n'y aurait pas dû y avoir. Enfin, parce que moi, en fait, je pars du principe qu'on devrait être dans une société à l'américaine avec une totale liberté d'expression et qu'on devrait dire des conneries, que ces conneries devraient être tout simplement débunkées. Et là, en fait, il y a eu tout un point aussi sur une demande de censure, comme quoi, en fait, il y a eu de l'antisémitisme. Et il est pareil, là-dessus, c'est discutable. Et en plus de ça, je pense qu'on a un problème aussi en France, c'est que plus on veut protéger en fait les gens de confession juive en attaquant tous les trucs antisémites et en mettant des lois en les protégeant, et plus en fait l'antisémitisme est en train d'augmenter dans le pays en fait. Ça a un effet inverse depuis 20 ans que je constate en fait depuis l'affaire Dieudonné et même avant, où je pense que c'est pas forcément la bonne solution par rapport en fait aux chiffres qu'on a d'année en année avec ce drame aussi en France, parce que tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que en voulant proposer une population, en fait, il y en a ça va un peu alimenter les complotistes en disant, tu vois, ils sont protégés par les lois, par les machins et tout, alors que, tu vois, c'est pas du tout l'effet recherché. En fait, Mm. je pense que, par exemple, il faudrait plutôt laisser une totale liberté d'expression et, et ça rendrait en fait la chose plus banale et peut-être les gens s'y intéresseraient beaucoup moins, tu vois. Tandis que là, maintenant, c'est contre-productif. Bah écoute, moi là-dessus, il y a un truc sur lequel je suis pas totalement d'accord, et pour avoir déjà eu plusieurs débats sur le sujet avec un ami que tu connais très bien, qui fait de la politique en Suisse, qui intervient donc dans la vie politique suisse, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'on fait des lois en plus qu'il y a une augmentation en fait de l'antisémitisme ou ce genre de choses. C'est juste que le fait d'avoir mis en place des nouvelles interdictions, ça veut dire qu'on crée des nouveaux points de référencement. Donc forcément, comme il y a des points de référencement, des gens qui avaient nulle part auprès où se plaindre, peuvent aujourd'hui aller se plaindre. C'est exactement la même chose qui se passe par exemple avec tout ce qu'il y a eu avec la dénonciation, donc balance ton porc, justement tous les problèmes justement de harcèlement sexuel ou autre. C'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas de réelles statistiques au niveau société, et bien évidemment quand on a commencé à mettre en place ces lois qui permettaient de protéger, bah forcément c'est des nouvelles statistiques qui sont prises en compte. Donc il y a forcément une augmentation par rapport à avant, puisqu'avant il n'y en avait pas. Et plus on va rajouter en fait de ces lois ou de ces contrôles ou de ces surveillances ou autres, et donc plus il y a d'éléments qui vont rentrer dans cette catégorie et donc qui statistiquement vont augmenter le nombre de plaintes, le nombre de signalements et autres.
parce que bah, il y a beaucoup plus de critères qui sont pris en compte qu'auparavant. Donc c'est un effet de biais où il faut faire très attention. C'est pas parce qu'il y a plus de lois qu'il y a plus d'antisémitisme. Et Ouais, l'autre je comprends. et l'autre Vas-y, chose vas-y. sur laquelle je veux revenir, c'est que la liberté d'expression à l'américaine, alors, le problème c'est qu'elle évolue aussi aux États-Unis. Elle a beaucoup changé entre les années 70, les années Non, mais tu vois, 90. toi, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je parle vraiment de la liberté d'expression totale. Tu vois, Alors, c'est pas. justement, c'est ça le truc, c'est que pour Ouais. moi, la liberté d'expression totale, euh, s'exprimer dans le privé est une chose, s'exprimer dans le public en est une autre. Je suis pas pour l'interdiction ou pour la censure. En revanche, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser dire. Ça veut dire que malheureusement, tu peux pas laisser une personne sous-entendre tout et son contraire. Typiquement, je suis désolé, par exemple, nier aujourd'hui quelque chose comme la Deuxième Guerre et tout ce qui s'est passé avec l'Holocauste, par exemple, c'est un non-sens à l'heure d'aujourd'hui. Donc tu peux pas laisser, par exemple, des gens venir s'exprimer publiquement sur ce sujet et dire ouais, on ira débunker après. Pour moi, c'est pas possible parce que les faits sont avérés, sont trop graves et sont même marqués. Donc Ouais, pour mais tu vois, moi, la quand tu veux liberté mettre d'expression. une loi, c'est là qu'il y en a certains qui vont dire, et moi je les combats ces gens-là, mais c'est avec des arguments. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, regarde, maintenant il y a une loi qui est faite là pour qu'en fait on sait qu'il y a des trucs qui sont Mais parce qu'elles cachés, on sont ne là dit par pas rapport tout à et des tout. faits. Elles sont là par rapport à des faits. On en revient comme à la science, Ouais, tu vois. On peut pas on parle de la Terre qui est ronde. Aujourd'hui, on a des effets de science qui sont capables de prouver, de mesurer, de ouais, mais on a des débunker platistes, mais absolument c'est tout ça. pas. Ouais. Voilà. Bah, je fais Bon, l'amalgame avec le on côté sera. ridicule entre guillemets des Ouais, 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 platistes, non mais mais j'ai compris, on sera pas d'accord. Toi, t'es dans quelque chose de plus protectionniste. Moi, je suis plus dans pas dans une le liberté. protectionnisme. Je suis là pour dire qu'ils existent, mais je suis là aussi pour que Ouais. pendant qu'ils s'expriment, qu'ils aient un gros panneau sur la gueule en mode attention, ceci peut être hors contexte, ceci peut être, tu vois. C'est pareil. Pour moi, ça fait partie de la liberté d'expression, mais si tu es libre de devoir t'exprimer, tu es libre aussi d'informer, tu vois, de devoir quand Moi, même apporter. j'en ai vu tellement de fois des gens dire ça à chaque fois que dire ouais, regarde, tu vois, il y a cette loi, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça me gonfle, quoi. En fin de compte, tu vois, alors que tu dirais demain, il n'y aurait pas de loi et les gens ils diraient des choses ridicules, personne ne leur donnerait d'importance et hop, on passera à autre chose. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on oublie aussi de parler des sujets importants quand on va se concentrer sur des sujets auxquels il n'y aurait pas censé y avoir de débat ou de discussion ou de loi dessus, tu vois. On est d'accord, mais tout est dans la manière pour moi de le dire, tout est dans la manière dont c'est présenté. C'est-à-dire que si demain tu fais une table ronde avec tout le monde qui est à pied d'égalité, qui discute, ben là il y a un intérêt qui est constructif. Si par contre à l'inverse tu mets un garde-fou qui est au-dessus et qui lui affirme son contraire, applique son contraire et domine le débat, là le problème de la liberté d'expression elle est présente aussi parce que du coup tu laisses cette personne dominer le débat. Donc voilà, la liberté d'expression pour moi doit s'arrêter là où commence le nez de son voisin. Expression Ouais, russe. bah moi, ce serait la totale, sauf appel au meurtre et à la violence. Mais bon, on sera pas Voilà, donc tu d'accord crées là-dessus, mais déjà bon, de après, l'exception. c'est- Ah oui, oui, bah oui. Ah Donc oui, je suis quand même quelqu'un forcément, de nuancé. Je suis pas là à dire ouais, total, total. donc c'est exactement pareil. Je suis pas de là à dire que je suis d'accord forcément avec tous les sujets qui sont choisis, mais il y en a certains qui sont par ma philosophie ou ma manière de construire font bah non, là on a atteint une limite qu'on devrait pas. Hmm. Voilà, exactement comme dans le cas par exemple de la mort, comme tu disais, ou de sujets qui peuvent toucher l'enfance, les travailleurs sexuels, tu vois, y a- on peut avoir certaines sensibilités. D'autres vont s'offusquer juste parce que la personne n'a pas jeté la bonne poubelle au bon endroit, tu vois. C'est pareil, ça peut être considéré comme du terrorisme Ouais, de écologique. penser. Oh là là, ouais, c'est clair, putain. Donc non, non, après on est d'accord là-dessus. Je te propose du coup, comme on a fait un sujet un peu qui est un peu sociétal, en fin de compte, ça nous permet de faire une petite transition et de passer dans un autre domaine. On parlait de limites, justement, et ben pour les limites, petit changement en France, puisque blocage des sites pornographiques en France, censure ou nécessité.
Donc ça, c'est le post de cette semaine hein, que je vous ai fait sur X, et elle va avec quelque chose, bien évidemment, puisque à partir de juin 2025, les sites internet proposant de la pornographie, et j'irai même un petit peu plus loin, puisque ça concerne les sites qui proposent même de la nudité. Donc ce n'est pas que de la pornographie. Je peux vous donner l'exemple d'un OnlyFans. OnlyFans, typiquement, ne propose pas que du contenu porno, il y a également du charme et de l'érotisme. Et ben, OnlyFans, dans sa manière générale, va être censuré et va devoir appliquer du coup cette nouvelle mesure gouvernementale. Et alors, ben, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mesure? Ça fait quelque temps qu'on en parle un peu sur le Haut Morning. Ben, c'est tout simplement un contrôle d'identité afin d'éloigner tout simplement les mineurs de ça. Et quelles sont les mesures qui sont mises en place? Alors déjà, les solutions. Vous aurez le choix soit d'utiliser un système biométrique, donc c'est-à-dire avec votre téléphone portable, vous allez devoir en gros vous scanner le visage, en gros vous filmer, envoyer la vidéo pour prouver que vous êtes majeur. Alors ça, je pense que ça aura très vite ses limites avec tout ce qui est deepfake et compagnie. Soyons honnêtes. Et l'autre solution, ce sont des plateformes agréées, des plateformes qui vont avoir un système de contrôle pour lequel vous allez peut-être inscrire une carte bleue ou peut-être inscrire une pièce d'identité, quelque chose comme ça, donc sur lequel vous allez transmettre de l'information. Et bah, c'est la partie dont je ne suis absolument pas fan en fait, c'est une fois de plus, c'est de devoir transmettre ces informations légales. Je trouve quand même que c'est assez touchy, surtout dans notre ère où les données, où il y a beaucoup de fuites de données, et ça on va en parler un petit peu tout à l'heure. Les mesures par contre aussi gouvernementales qui peuvent être prises par rapport à ces sites internet, alors là c'est pareil, il y a deux outils qui sont proposés pour ça. La première, c'est celui des opérateurs. Et en gros, c'est de dire à tous les opérateurs en France, ben, les sites internet qui ne respectent pas ces mesures, ben, vous les bloquez tout simplement, vous les supprimez des opérateurs. Donc SFR, Bouygues, tous ceux qui distribuent en France vont devoir en fait le retirer. En ce qui concerne X, est-ce qu'ils auront la force de pouvoir le faire ou pas? Parce que X, n'oublions pas que propose ses services en France également, donc il est censé se conformer à la loi française. Et là-dessus, bon, rien n'est certain, il est possible que ce soit le vilain petit canard qui lui arrive à être au-delà du territoire. L'autre chose qu'on va rajouter à ça aussi, c'est le système, comme je disais, donc de DNS, qui peuvent être contournés, tout simplement, puisqu'il est possible de personnaliser son DNS aujourd'hui. Et donc, ceux qui feraient quelques recherches pourraient très facilement pouvoir contourner le problème et pouvoir quand même accéder à ce genre de site. La deuxième arme qui peut être utilisée contre ces sites internet, c'est celui de la justice, tout simplement. Et bah, ces entreprises pourraient risquer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires annuel sous couvert d'amende, tout simplement. Donc, et je parle du chiffre d'affaires mondial. Donc, si vous avez une entreprise comme Pornhub par exemple qui fait 500 millions, 700 millions dans l'année, admettons, eh ben, ils payeront 4% d'amende auprès du tribunal français. Alors, dans quelle mesure ils arriveront à l'appliquer? Ça, je ne sais pas. Est-ce que derrière les autres gouvernements laisseront faire? Parce que pareil, il y a aussi une petite subtilité dans les lois et dans les systèmes, c'est que même si la France condamne juridiquement par exemple ça vis-à-vis de Pornhub, de l'autre côté, les États-Unis ont le droit de répliquer en disant que ben non, que vous n'avez pas le droit de faire ça, que ça a une atteinte à la, comment on appelle ça? Euh, Mince, que c'est une atteinte au marché de la libre concurrence, etc., etc. Et donc, de l'autre côté, peuvent dire, bah, comme cet argent n'a pas été gagné en France, eh ben, vous n'avez pas le droit de les amender là-dessus, et les États-Unis pourraient mettre une amende à la France. C'est ça qui est génial dans notre monde d'aujourd'hui, pourraient mettre une amende à la France pour dire que la France n'a pas le droit de condamner ce genre de mesures. Voilà, donc chacun se fait son petit procès juste pour des sites pornographiques, et c'est un petit peu le scénario qui pourrait se dessiner. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels du secteur justement qui en débattent et ce sont aussi des messages qui ont été plus ou moins annoncés de certaines plateformes, des outils qu'elles utiliseront pour se défendre justement contre ces mesures en France. Voilà, donc débat extrêmement complexe. Et là-dessus, j'aimerais surtout avoir votre avis les amis. Et il y a un truc très intéressant, moi, que je trouve bien dans ce que tu as dit dans les mesures, si elles sont exécutées, c'est au niveau des mineurs avec OnlyFans. Alors,
Est-ce qu'il faudra juste donner sa carte d'identité en tant que spectateur ou aussi en tant que diffuseur? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi avec OnlyFans en tant que de comptes de nanas qui sont mineurs, qui ont des comptes là-dessus, alors que normalement ça devrait être illégal. Et je trouverais bien déjà c'est que cette mesure-là entre en compte pour empêcher ça, justement, qu'il y ait ces mineurs-là qui fassent du contenu sur OnlyFans. Après, je te rejoins quand même sur tout le souci avec les histoires d'identité et de données personnelles, qui se posent toujours un petit peu problème là-dessus, hein, sur le fait de pouvoir récupérer ces données-là. Mais je suis un peu partagé donc par rapport justement à ce premier Alors, argument que j'ai donné, mais aussi à ça, oui. pour moi, diffuser du contenu et consommer du contenu sont 2 choses totalement différentes. Pour quelqu'un qui fait de la diffusion, on parle d'un business model, donc forcément pour moi, il est important de pouvoir tracer, d'avoir une traçabilité quand même de la personne, tu vois? Alors que par contre, l'appliquer à un consommateur, c'est-à-dire que, va y avoir un modèle peut-être pour 1000 consommateurs. Donc, entre guillemets, la proportion de données qu'une personne va partager ne va pas être la même. C'est-à-dire que ils vont avoir peut-être 10 000 fiches à l'heure d'aujourd'hui de professionnels qui diffusent. Demain, si on impose tout le monde à venir s'inscrire, c'est là, ils auront peut-être 20 millions de pièces d'identité. Donc, les proportions vont pas être les mêmes non plus. Donc ça, déjà, c'est une chose. Donc, en cas de vol d'identité, ça va être plus compliqué. Euh, et donc, déjà, il doit y avoir ça. La chose que je rajouterais, c'est que les plateformes comme Jackie et Michel, Pornhub, YouPorn, etc., eux ont l'obligation aujourd'hui de faire des contrôles d'identité là-dessus. Même si, a priori, ce n'est pas toujours respecté en fonction des pays dans lesquels la vidéo a été diffusée. Donc ça, c'est encore un problème qui existe, mais ça, c'est un problème qui est mondial, malheureusement, et donc les plateformes, entre guillemets, jouent encore avec ça, et ce serait plus éthique qu'ils puissent l'appliquer. Pornhub l'applique de manière générale, hein, je crois, déjà. Par contre, pour ce qui est d'OnlyFans, t'as bien raison de poser la question, et je vais juste faire quelques recherches. Contrôle d'identité OnlyFans. Donc c'est bien ça. Le OnlyFans impose un contrôle d'identité strict, hein. Donc pièce d'identité également pour les diffuseurs et les créateurs. Bientôt l'authentification avec France Connect pour aller sur Pornhub. Tout à fait. Et oui, oui, puisqu'ils veulent s'en servir de plus en plus, enfin ça pourrait être une des plateformes désignées justement pour avoir le suivi. Et donc comme France Connect est aussi rattaché à votre sécurité sociale et à vos impôts, bah la Sécu sait que vous consommez du porno. Et donc pour revenir... Ah, alerte toutou. Ouais, c'est pour ça que j'étais parti. Non, non, j'ai mis un message, continue, continue. C'était là. Donc du coup, je disais, au niveau de... Ouais, je te répondais, Dadou, en disant que OnlyFans a un contrôle d'identité par pièce d'identité. Donc, D'accord. qui est en Que place pour spectateurs et aussi pour pour les diffuseurs. créateurs. Pour les créateurs. Tout ce qui est créateur, c'est contrôle d'identité pour OnlyFans, Mais Patreon et alors autres. comment ça se fait qu'il y ait des histoires de mineurs dessus qui diffusent du contenu, quoi? C'est ça qui me rend dingue à chaque fois. Pardon. Parce que ouais, c'était par rapport au pays, en fait. Tu disais qu'il y a certains pays, bon, en fait, Ça, ils c'est arrivent pour les par des sites par des pornographiques, malheureusement, que ça l'est, et ouais. sur certaines plateformes qui sont pas forcément très éthiques à ce sujet-là. C'est-à-dire que Pornhub, suite à des incidents qu'ils ont eu, eux, ils ont décidé de le mettre de manière générale, en fait, à tous les contrôles d'identité. Pareil pour ce qui est de Jackie et Michel. En revanche, il y a d'autres plateformes un petit peu plus obscures qui, elles, ben, forcément, eux, cherchent juste à diffuser du contenu pour amasser du public. Et ça, ben, ces plateformes-là... dont je donnerai pas Et de le H nom, qui nous ben, dit sont peut-être moins regardants. parce que des fausses cartes d'identité aussi peut-être, et ouais, tu raison, il y a ça. Il y a toujours moyen de passer les contrôles. C'est vrai. Ouais. Usurpation d'identité, donc majorité d'usurpation d'identité. Manque de vérification humaine systématique, donc c'est a priori des fois des photomontages ou des éléments qui fait que ça passe quand même l'IA, en fin de compte ça passe le bot, alors que ça devrait pas. Donc il y a de ça aussi.
Vente de comptes vérifiés. Donc il y a des gens qui achètent des comptes qui ont été contrôlés, qui ont été vérifiés. Donc ils construisent les comptes et qui les fournissent. Conséquences et réactions d'OnlyFans, la plateforme a été critiquée et contrainte de renforcer ses contrôles après plusieurs affaires médiatiques impliquant des mineurs. OnlyFans collabore avec des organisations et des autorités pour détecter et bannir ses comptes. En cas de découverte d'un compte de mineur, il est signalé aux autorités et supprimé immédiatement. Donc voilà. Ok. Donc on voit quand même qu'il y a des difficultés aujourd'hui, déjà dans la partie justement créateur, déjà en soi. Donc le fait en plus de maintenant mettre un système, comme je disais, en place qui va contrôler des millions d'identités, je pense que ça va être pareil, toujours indigeste pour l'être humain. Et tout ce que l'on vient de citer à l'instant pourrait être utilisé aussi dans ce sens. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais on pourrait voir venir un marché en fin de compte. C'est-à-dire si tu as un compte de contrôleur pour ton identité, et ben rien ne t'empêche en fin de compte avec l'usurpation d'identité de créer des comptes comme ça, d'en créer plein et de monter un business et de les revendre en fait directement sur internet. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, je vous le dis, c'est très clairement ce qui va se passer. Il y a toujours moyen de passer les contrôles, c'est ça. Hop. Du coup les amis, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose à ce sujet. Dadou, si toi tu voulais rajouter un truc aussi dessus. Non, j'ai fait ma petite remarque par rapport à ça, c'était bon. Donc voilà, un contrôle d'identité, limiter les mineurs à ce genre d'activité, oui, c'est très important, mais la pratique ou la solution ne m'enchante pas toujours. Le H qui nous dit oui, ça va pas faire grand chose et ça va juste faire des risques en plus, à mon sens. Ok. Il vaut mieux aller dans l'accompagnement, il vaut mieux aller dans le suivi plutôt que dans l'interdiction formelle. Hop. Si, il y a une solution qui existe. D'ailleurs, je suis désolé, j'aurais dû en parler. Il y a une solution qui existe. Cette Quelle solution, honte. je suis en train de l'installer. Même d'ailleurs chez un client en ce moment. Un client dont je m'occupe un peu personnellement et tout. Eh ben, il s'agit tout simplement du contrôle parental. Pour le parental, eh oui. J'étais sûr que t'allais dire ça. Contrôle parental. Et là, pour vous expliquer en fait la solution que j'ai mis en place chez ce client, le client, déjà le gamin a pas de ligne mobile. Donc déjà, il a pas de forfait mobile, il a pas d'abonnement mobile parce qu'il a pas l'âge tout simplement d'en avoir un. Et même derrière quel ça, âge il a un téléphone mobile. Son téléphone mobile, il a un contrôle parental qui est activé. Si le gamin tente de se connecter à une plateforme quelque chose ou autre, ça remonte sur le téléphone de ses parents. Il sait à quel site il a tenté d'accéder et il y a vraiment un catalogue du coup. Et donc il n'y a pas que la sexualité qui est interdite dans le cas présent, mais il y a aussi du contenu concernant les armes, les contenus concernant des plateformes avec de la violence, peut-être aussi certains médias, les sites de rencontres, les sites de shopping, parce que forcément le gamin il a 10 ans, on va pas laisser un gamin de 10 ans faire n'importe quoi. Et donc papa maman ont leur réseau Wi-Fi et les enfants ont leur réseau Wi-Fi à eux avec toutes les limitations. Donc il y a déjà une limitation par la box internet, vulgairement, et en dehors de la box internet, il y a aussi une limitation sur le téléphone portable. Et là-dessus, le téléphone portable, c'est pas géré avec un code, je débloque avec un code, machin, etc. Non. C'est le téléphone de papa qui décide d'autoriser exceptionnellement, oui ou non, certains sites, parce que, par exemple, toute nudité est tout simplement bloquée. Mais quand on parle de nudité, des fois, si on fait de la recherche dans le domaine... parce qu'il a un autre fils un petit peu plus âgé, qui a 13, 14, 15 ans, où là, ça parle un petit peu romantique, Grèce, histoire. Dans ce genre de contenu, il y a bien quelques sites qu'il va falloir autoriser. Même, Il a lu Sodome. Il a dû lire Sodome du coup, alors c'est pour ça. Non, mais c'est parce que le système est assez puissant et derrière, comme il détecte justement, par exemple, des images de nudité, du coup, en fait, il bloque toute la page internet, sauf que des fois, il s'agit simplement d'un tableau parce que le gamin est en train de se renseigner sur un article qui est sur le Louvre.
je dis une bêtise, hein, c'est peut-être pas ce site-là, mais il est en train de regarder le site du Louvre, et ben que sur le site du Louvre, comme il y a des arts nus, forcément le système détecte et bloque, et ben le papa il peut être là en mode bah non, je veux pas bloquer ce genre de site, et il peut créer une exception du coup à ce site-là. Donc il peut aller le contrôler, il peut aller le vérifier lui-même, et ensuite donner l'autorisation à son fils. Donc y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que du coup, de l'autre côté, ben, il accompagne, il éduque son enfant par rapport à ça, il lui explique aussi le pourquoi du comment, et derrière, il n'y a peut-être pas non plus une frustration de la part de l'enfant, parce qu'on n'est pas sur un blocage en fait formellement interdit, mais en gros, le père est dans une psychologie d'accompagnement de son enfant, où il t'a dit, bah non, si tu veux accéder à certains contenus, je vais pas te punir si t'as fait des recherches, si t'as fait machin ou quoi, mais par contre, je te dirais si oui, t'as le droit d'y accéder ou de pas y accéder, et pourquoi du coup. Donc on est vraiment sur une démarche en fait positive du coup de l'apprentissage. Et c'est ça qu'on devrait faire. Mais Le des H qui gens nous dit l'intention est pas mauvaise, mais il n'y a pas vraiment de bonne solution qui marche à tous les coups ici. Oui, bien sûr, donc là, il refinit sur ce qu'il disait. Mais ça demande, un, des parents investis au minimum, et de deux, un enfant qui n'est pas plus débrouillard que ses parents à ce niveau-là. Et ouais, moi je suis plutôt d'accord avec le H, hein, parce que dans le monde de Oui Oui, alors tout le monde devrait mettre ton contrôle parental et faire une installation. Mais bah dans après les faits, le réel et tout, les parents, c'est. alors moi j'ai envie de te dire, ça peut être un peu... déjà c'est un investissement, mais je suis désolé, quand tu investis et qu'il est bébé, tu mets bien des fixations pour éviter qu'il ouvre certaines portes de placard, tu mets bien des sécurités enfants sur les bouteilles, sur les briquets, sur des choses comme ça. Donc déjà je comprends pas de base, alors qu'on le fait pour des produits de la vie quotidienne, je comprends pas qu'on le fasse déjà pour du contenu qui est numérique. Surtout que nativement c'est pas compliqué à le mettre. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent sur iPhone et sur Android qui ne sont pas payantes. Déjà, première chose. La seconde, il faut savoir que quand vous prenez un prestataire à la maison, donc il y a des prestataires qui sont enregistrés, qui, quand vous intervenez à la maison, sont déductibles d'impôts. Ces interventions sont pas généralement très chères, elles coûtent une soixantaine d'euros. Pourquoi mais souvent c'est parce qu'on ne sait pas que ça existe, hein. Je tiens pas à accuser qui que ce soit, mais on ne sait pas que ça existe. Mais quitte pourquoi pas à en parler un petit peu plus, quitte à ce que justement une personne vienne chez vous, que vous achetiez le matériel, donc regardez un petit peu le matériel qui serait compatible, ce genre de choses et autres, et Ça, comme tu as dit, que derrière vous c'est les. payez une Ouais, ouais. personne Mais ça, qui comme vient tu as vous faire dit, la config. c'est pas aux parents, je pense, c'est parce qu'ils le feront jamais. C'est aux informaticiens de faire le boulot en fait, de communication et d'aller démarcher les gens et tout, parce que si t'attends que les parents s'investissent là-dedans, ils le feront jamais. Je te le dis, hein, Oui, mais il faut que le parent c'est. ait posé la question, tu vois, il devrait déjà y Non, avoir mais une il posera curiosité. pas la question. La première chose, Non, faut pas remettre la mais faute non, sur non, l'informaticien. non, non, bah non. Ah ben oui, mais moi je te dis, c'est à eux, vous de faire le boulot, parce que sinon ça ne se fera jamais, quoi. Ouais. C'est triste, hein, mais c'est comme ça, hein. Il y a plus un instinct pour mettre des barrières pour les bébés que pour s'occuper des histoires de smartphone, d'internet, de ces conneries-là, hein. Ça, Oui, oui. je te dis le discours qu'ils ont, hein, c'est pas le mien, hein, Oui, oui, mais derrière, en termes de message, par exemple, justement, c'est là où l'État elle a fonctionné, c'est-à-dire quand il a commencé à mettre des barrières autour des piscines, des éléments comme ça a d'abord commencé avec de la prévention publique, donc ça a commencé avec des annonces, de la vidéo, des choses qui passaient à la télévision ou à la radio, puis petit à petit, on a eu des contrôles qui ont été mis en place, hein, tout simplement. Et donc ces contrôles aujourd'hui, il Ah suffit bah le juste en H fait il est de d'accord présenter une avec moi. facture. Il me dit oui, il faudrait augmenter la communication sur la prévention dans ce genre de trucs. Tout à Et fait. ouais. Mhm. Comme je disais, avec des messages de prévention, plutôt que d'aller créer en fait de l'interdiction en fait sur un site internet. Bah tu fais comme la sécurité routière, hein, tu mets le même budget, le même investissement, et tu verras que tu auras des résultats, hein, parce que eux Bien ils sont sûr, à fond, hein. complètement. Donc non, non, la prévention, il n'y a rien de mieux par rapport à ce sujet. Il faudrait même que ça soit le gouvernement qui fasse ça. Tu vois, moi je demande pas grand chose à l'État, mais comme là, peut-être ils devraient faire un truc. Faire un truc Mhm. comme ils font avec l'alcool, la drogue et tout ça. Un truc choc, hein. Voir. Alors, est-ce qu'il montrerait un gamin qui regarderait du porno? Peut-être ça, mais plus ou moins. Il faut que ça soit un truc qui soit parlant, tu vois, et ça passe à la télé et tout, et t'as de la prévention, et bam, bam, bam. Donc, en plus des informaticiens qui doivent faire le boulot, je pense aussi l'État doit faire un truc là-dessus. Putain. Ah, c'est pas tous les jours que je demande à l'État de faire quelque chose, tu vois, parce que chaque fois ils le font pas bien. Mais là, pour le coup, ce serait pas con, là. Ce serait.
Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Non, non, mais pour moi, je le fais. En tout cas, moi, je le fais avec mes clients. Euh, Après, j'avoue, les clients avec qui je le fais, c'est des clients qui ont un peu de budget. Et donc les installations que je leur mets en place ne fait pas que du contrôle parental, hein. C'est aussi pour gérer la domotique, c'est aussi pour gérer la télévision, la sono, donc il y a des choses comme ça aussi dans l'installation que je prends en compte. Donc vraiment, moi, je fais le transport de l'information. Mais du coup, je le propose puisque l'option existe dans les appareils que je fournis. Je propose l'installation quand je le fais. Après, je m'adresse beaucoup plus à un public de professionnels. Donc je suis pas dans le grand public. Mais par contre, oui, ouais, dans le grand public, je pense que ça devrait être proposé. Et bah d'ailleurs, le grand nos amis public, de chez c'est DLC de nouveau. Grasse, je me demande s'ils le proposent, ce type de produit. Mais ils pourraient le proposer. Alors là, qui nous dit: «Après mon expérience avec le contrôle parental, c'est qu'à un moment, mes parents en ont eu marre et m'ont juste passé les codes vu qu'ils me faisaient confiance, mais j'ai eu tout le discours de "fais bien attention" avant». Oui, bah, ça Oui, c'est un mais c'est peu ça. comme avec le scooter, tu vois? Avec la voiture et tout, tu sais, au bout d'un moment, il y a une confiance. C'est pas non plus faut pas non plus que ça soit un truc de surveillance pénitentiaire, hein, l'éducation parentale, hein, c'est Et t'avais quel âge, il doit y avoir H, de ouais, quand ils t'ont donné le contrôle l'accès, du coup? il avait 6 ans, je pense. Non, mais c'est comme on dit, c'est une intégration petit à petit en fait à ça, à l'utilisation, à l'éveil de l'enfant en fait, tout simplement. Et puis il y a des choses aussi que des fois on a envie de bloquer dans le contrôle parental, mais qui est pas seulement en fait pour l'interdiction. Il avait 14 15 ans, du coup. Ah bah tu vois, 14-15 ans, ben tu vois, tu dis ouais, 15 ans, ça y est, ça se tire déjà sur la quéquette. C'est ce que je veux dire. Il commence à y avoir une curiosité adulte en fait qui est là. Et si t'as eu l'éducation qui était présente auparavant, ben Non, mais c'est c'est ça, toi-même, tu t'es déjà mis des barrières en fin de compte. Tu t'es déjà mis des petits c'est contrôles l'arrivée du là-dessus. duvet c'est l'arrivée du duvet sur la FIF, du premier scooter, voilà, donc du premier porno, donc tout un processus à cet âge-là, quoi, c'est C'est ça. Mais entre guillemets, on t'a appris à faire confiance, on t'a appris à structurer, c'est-à-dire on le voit, et petit à petit, bah après quand tu arrives vers l'âge, donc bien sûr que la pornographie à titre personnel, vaut mieux que ce soit 18 ans, parce que si on disait à 16, ça veut dire qu'il la regarderait à 12, tu vois. Donc il y a un petit ouais. côté aussi, tu mets une limitation un peu haute, mais parce que tu sais que volontairement, il y a des gens qui vont forcément gruger. Il faut pas que ça devienne du délit non plus, c'est-à-dire que il y a des choses avec lesquelles il faut avoir de la tolérance et d'autres qui ne l'ont pas. Il faut pas. C'est-à-dire que un gamin qui a 16 ans qui va sur un site pornographique, j'ai envie de dire, quand tu vois que tu as des relations qui ont démarré à 13, 14, 15 ans, qui ont eu des rapports, bon, 15, 16 ans, le gamin il va dessus, il y va de temps en temps, disons qu'il faut pas lui faciliter la vie peut-être, tu vois, faut pas que ça devienne un consommateur et que pour lui ça devienne son nouveau Netflix, en fin de compte. C'est surtout ça qu'il faut, qu'il faut éviter. Mais c'est pareil, faut pas dire que du jour au lendemain on débride totalement le truc, parce qu'il y a l'inverse qui s'est déjà produit aussi. On va parler des Nord-Coréens qui sont partis en Russie. Les mecs, ils ont découvert Internet, ils ont découvert les sites pornographiques. Les Russes, ils ont carrément fait des articles en disant on n'a jamais vu de mec autant se branler devant des vidéos. Donc c'est, il y a l'effet inverse aussi, le fait de restreindre aussi des fois des gens à ça et de ne pas les éduquer, c'est-à-dire de les lâcher complètement là-dedans, bah partent en fait dans l'excès. Et le meilleur exemple sur lequel je peux vous donner là-dessus, c'est celui de l'alcool, où là on a vraiment des chiffres de l'INSEE, où des enfants dans lesquels il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de sujet autour de la drogue ou de l'alcool ou quoi, arrivé 18 ans, première indépendance, les premières boîtes de nuit, les premières sorties avec les copains, parce qu'ils en ont jamais fait avant. Les copains, ils ont tout découvert en fait progressivement, donc ils fument un petit peu, ils boivent un petit peu, mais ils ont déjà appris leurs limites, leur contrôle et tout. Le gamin qui a 18-19 ans, il a jamais fait ça avant, il fait sa première soirée, il fait sa première cuite, il recommence une deuxième fois, une troisième fois, il connaît pas ses limites. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été éduqué une fois de plus. Alors qu'en fait, moi, si j'ai un fils plus tard, hop, vers ses 15 16 ans, je l'amène en campagne, je lui fais faire couper du bois la journée et le soir, il fumera son premier cigare avec son premier verre de whisky et je lui dirai: «C'est ça la vie, mon fils». C'est tu coupes du bois la journée et le soir, tu bois un coup. Exactement.
Puis c'est après tous les trucs de la nature et tout, randonnée, tout ça. Non, c'est vrai, en vrai, il faut faire ce genre de, tu sais, un peu de rituel et tout. Tu pars 2-3 jours en week-end avec ton fils et même ta fille et tout. Voilà, tu fais une rando la journée et après, voilà, le soir, c'est là que tu introduis l'alcool, le premier verre, un truc. En fait, ça peut être très bien fait, hein, tu vois. Tu lui expliques après, t'as telle et telle différentes catégories. Moi, j'ai eu une C'est éducation comme celle-ci, hein, c'est-à-dire j'ai eu les premiers vieux du village qui m'ont fait goûter du vin, qui vont dire tiens, vas-y, c'est pas bon pour toi, mais il faut que tu apprennes des choses dans la vie. Alors, Ils t'ont fait un couper petit du fond, bois aussi? hein? Ils t'ont fait couper du bois aussi? Ah, ils m'ont fait couper du bois, ils m'ont fait couper des arbres, et ils m'ont fait planter des sapins. Ça, c'était une Oh, tradition du village pour réduire les impôts du village. Le village était propriétaire d'une forêt dédiée à des sapins. Donc, vous savez, vos sapins de Noël que vous avez et tout. Et ben, nous, dans le village, en fin de compte, chaque année au mois de février, donc en hiver, on avait les professionnels qui venaient couper les arbres. Donc, j'ai travaillé avec les paysans qui venaient le faire. Et au mois de février, le village organisait une grande soupe. Tout le monde venait un peu pique-nique à la canadienne et tout, et en fait on se réunissait, le village faisait 150 personnes, et il y avait entre 120 130 personnes qui venaient, donc une grosse majorité, et du coup en fait on replantait des arbres tout simplement, qui allaient servir en fait aux sapins de l'année suivante, et ils étaient tous vendus à des commerces et tout, et ça a permis de financer énormément de choses dans le village. Et pendant ces fêtes de village, en fin de compte, c'est là que t'as les petits vieux et qui te font boire tes premiers verres de vin, et t'as bu un premier verre, et t'as la tête qui tourne, et tu sais pas pourquoi, et... ouais, non, après, comme il dit le H, après les effets de l'alcool sur le cerveau chez les jeunes et moins jeunes, c'est pas ouf non plus. Ouais, je suis Non, non, d'accord, c'est attention. pas ouf. On fait pas Non, non mais plus faut pas l'apologie laisser de faire, tu l'alcool. vois, Attention, c'est... c'est dangereux pour la santé. Patata, tatata. Voilà, Mais tu vois, pour dire, par exemple, c'est quoi? C'est une nichette, peut-être, quand j'avais 11 12 ans, d'un petit vieux qui m'a servi un vin rouge, et j'ai trouvé ça dégueulasse, donc forcément, surtout que c'était du pinard, le bordel, quoi, c'était pas du vin. Après, c'est quoi? Allez, il a 14 ans, on lui met un petit fond de champagne pour qu'il suive les grands, tu vois, parce que c'est devenu un grand. Donc tu fais un petit fond de champagne, ou alors t'as la petite fondue aussi qui s'accompagne. La petite fondue, t'as un peu de vin, t'as la daube, t'as un peu de vin dans le plat aussi. Donc t'as une petite découverte. Puis allez, à 15 16 ans, le fils, il boit sa première bière avec son père, ou son premier verre à table avec les grands, vraiment, ça y est. il Mais coupe du par bois. contre, c'est ça. Puis à 16 ans, je suis désolé, t'es avec les copains et tu commences à boire aussi, mais t'as pas trop de budget. Alors tu vas t'acheter un vieux vin rouge, le pape, à 2 euros, Au je- secours, je- les mousses. Ah ouais, putain. que tu vas boire sur la plage ou sur le parc. Oh, putain. Non mais c'était ça, hein, concrètement, l'adolescence. Et puis à On l'a 17 tous ans, fait, tu quoi. gruges pour aller en boîte de nuit, t'essaies de te faire passer pour plus grand, tu te fais rejeter qu'une seule fois sur 4, donc t'es content, t'arrives à rentrer la plupart du temps. Mais t'as toujours pas de budget pour payer ton verre au bar. Ah non. Enfin bon, bah écoute, moi je te propose qu'on passe au sujet suivant parce que sinon. Sujet suivant. Eh ben, écoute, sans transition, Starlink et Ukraine. Ah, ça faisait longtemps que t'avais pas parlé d'Elon Musk. Je disais, c'est C'est plus. ça, c'est ça, exactement. Donc Starlink et l'Ukraine. Alors d'ailleurs, on va même parler d'Elon Musk juste après. Ah, Qu'est-ce qui se passe? tu En l'as, fait, ben, tu l'adores. une petite phrase qui a été un petit peu choc cette semaine, du coup sur les réseaux, c'est celui d'Elon Musk qui dit l'armée ukrainienne que sans Starlink, l'armée ukrainienne s'effondrerait sans Starlink. Voilà. Et cette phrase donc qui a fait un peu choc, on sait pas trop en fait s'il fallait prendre ça comme une menace ou s'il fallait prendre ça dans le sens où c'est grâce à lui qu'ils arrivent à résister, etc. Ou les deux. Néanmoins, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une dépendance qui a été créée à l'armée ukrainienne face à la technologie justement là-dessus. Alors dans le contexte justement, Elon Musk a voulu être rassurant en disant mais ne vous en faites pas, malgré ce qui peut se passer avec les États-Unis, machin et tout, je ne mettrai pas mon nez là-dedans, c'est l'entreprise SpaceX du coup qui s'en occupe directement. Donc c'est pas, je vais pas m'en mêler, il y aura pas de problème, on va pas vous les retirer ou quoi que ce soit. Mais effectivement, je trouve que c'est un petit peu en mode coucou les amis, c'est quand même grâce à moi que vous y arrivez. Et je comprends qu'on peut le prendre mal parce que de l'autre côté, oui. Soyons conscients avec tout ce qui se passe avec les États-Unis. Si il lui prend un coup de sang, même s'il dit aujourd'hui qu'il va pas s'en mêler, il peut quand même le faire.
C'est un peu le Donc, grand frère de Bref, de Kian Kojandi, tu sais, quand il lui dit Eh, c'est grâce à moi. Hein, non mais c'est ça. Et de l'autre côté, ben, c'est un peu touchy parce que oui, ça veut dire qu'il peut quand même le faire malgré tout. Et l'autre chose qu'il faut prendre en compte aussi, bah, c'est vrai, c'est que c'est le seul à pouvoir le faire également. Malgré la technologie que nous, on essaie de déployer, puisque en Europe, on a parlé de d'autres solutions. Starlink aujourd'hui, c'est quoi? C'est... Merde, j'ai pas mis les chiffres. Hop, je l'ai pas mis. Je crois qu'il y a aujourd'hui, on est à 40 7000, 000 7000. terminaux envisagés, mais 10 000 euros l'unité. Si, tu les as les chiffres là, c'est 40 000 terminaux envisagés. Alors non, ça c'est la solution justement alternative à... Ah, pardon. c'est la solution alternative à Starlink. Ah, Donc ben, il y en a c'est... une. Ouais. C'est autre chose parce que en fait du coup Starlink je crois que c'est 7000 entre 7000 et 8000 satellites du coup aujourd'hui autour de la Terre qui tournent, donc ça fait quand même un bon petit paquet hein, qui sont présents, et alors qu'aujourd'hui on parle de... Ah bah c'est ça, ils sont là les chiffres, excusez-moi. 630 satellites vs 7000 pour Starlink. Donc la solution OneWeb, du coup, donc, qui est la solution européenne, a tout simplement 10 fois moins de satellites déjà que son concurrent Starlink. Les terminaux qui sont utilisés coûtent une véritable fortune, alors que ceux qui sont utilisés pour Starlink, je viens d'en installer un encore en ce moment, on est à 1000 euros l'appareillage complet. 1000 euros le satellite professionnel, donc la version dédiée aux entreprises. L'abonnement coûte 50 euros par mois. Ça coûte rien du tout. Avec Orange, vous payez 45 euros par mois, je vous le rappelle. Donc à 5 euros près, vous avez du Starlink, et le Starlink, vous êtes à 300 mégas en connexion. Et avec le mauvais temps d'hier, puisque je l'ai mis en route hier. Donc Ah, t'as. c'est... Non, d'accord, ok, je savais pas que tu l'avais Starlink. Ok. Ouais, ouais, j'en installe. J'en installe pour des clients qui sont soit isolés, soit ont des mauvaises connexions. Et là, comme il s'agit d'un nouveau quartier qui a été construit, bah en fait, il n'est pas encore dans les plans des opérateurs fibres aujourd'hui. Ils proposent que de la DSL, ce qui est ridicule puisque le cuivre va être coupé là à la fin de l'année. Et la 4G, n'en parlons pas, elle n'existe pas. Hein. Donc... Du coup, il est dans une zone blanche concrètement, et ben, la solution Starlink, je l'ai installée hier et j'ai obtenu les chiffres que je vous donnais à l'instant, c'est-à-dire 300 mégas de débit internet avec un Ouais, abonnement pour 50 euros moi par mois. c'est pour ça que je lui pardonne toutes ces conneries, hein, parce que comme tous les génies, souvent c'est des fous, parce que Mm. voilà, il fait quand même avancer la technologie avec ce genre de prouesse, en plus de la conquête spatiale, tout ça et tout, parce que c'est vrai que lui, il va être l'initiateur, mais après, derrière, il y en a qui vont suivre. Il y aura un marché, ça va commencer à diminuer, donc il y aura des prix encore plus intéressants. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool là-dessus. Ça va permettre aussi à des gens qui n'habitent pas forcément dans des centres-villes, tout ça, qui vont pouvoir accéder à des débits énormes aussi. Donc c'est quand même chouette, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'en attendant, il a quand même pas mal de moyens de pression à faire à l'Ukraine parce qu'il a quand même un monopole là-dessus avec cette techno-là, hein. Mm, Mais on verra après demain, à moyen terme, ce que ça donnera, quoi. tout à fait. Alors, Euh, le H qui a pas mal réagi. Ah ouais, après, donc le jeu. Je vais pas m'en mêler, dit le gars avec une forte tendance à s'en mêler. Oui, oui, c'est écrit la ligne en dos dessus. Oui, c'est ça, il avait vu. Bah après, c'est pas lui qui invente les trucs, c'est les gens qui l'emploient. Oui, non, mais c'est pareil, là, c'est lui l'initiateur, c'est lui qui a la force, le budget de travail et tout, quoi. Mais il n'y a pas que lui. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Kojima. Kojima, c'était l'équipe de Konami et tout à l'époque. Voilà, c'est. Mais bon, il y a toujours quand même un leader. Il faut toujours un chef d'orchestre. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Bah, en fait, disons que Elon Musk, là où il a une vraie connaissance, déjà, c'est quelqu'un qui a quand même fait une école d'ingénieur, c'est quelqu'un qui maîtrise les matières, donc qui a vraiment des notions sur l'acier, l'aluminium, les métaux, les employés. Même si c'est pas un expert dans certains domaines, il a quand même il a ses connaissances en ingénierie.
qui le favorise énormément. Et après, derrière, c'est quelqu'un qui a toujours tenté de prendre des risques. C'est-à-dire que là où des entreprises auraient pu tester, le parallèle que je peux faire, c'est celui en fait d'un lanceur, du premier lanceur qu'il a fait, où ils ont fait une première tentative avec le pognon. Ah ben, ça a foiré. La deuxième, ça a foiré. La troisième, ça a presque fonctionné, mais ça a foiré. Tout le monde lui a dit, t'es ruiné. T'as plus de pognon, t'as plus de matériel, t'as plus de machin, t'as plus de trucs. Le gars, il a dit, écoute, on a fait des essais en labo, on a fait des montages en labo. Est-ce qu'avec toutes les pièces qu'on a fait en test labo, est-ce qu'on peut pas monter une dernière fusée pour l'ultime chance? Alors, non seulement ils ont récupéré toutes les pièces sur lesquelles ils avaient déjà fait des essais, qu'ils avaient déjà massacrés, pour tenter de faire une dernière quatrième fusée, parce qu'ils avaient plus de budget pour recommencer des pièces de zéro, c'était pas possible. Donc ils ont récupéré des briques et des brocs pour faire la quatrième fusée. Ils ont réussi à se démerder pour la faire affréter dans un avion, quitte à prendre des risques, parce que tu transportes pas en fait une fusée comme tu transportes un colis. Parce que tu as un réservoir, tu as une pressurisation, tu as des choses en fait qui sont prévues dans cette fusée. Et comme elle est pas... donc le transport en avion, c'est pas quelque chose que tu es censé faire normalement sur ce genre de technologie. Toutes les fusées qui ont été expédiées, elles ont été transportées par bateau. Lui, à un moment donné, en termes de délai, pour des questions de pognon, d'argent ou quoi, ça a été l'avion qui a été considéré le plus rapide, le plus rentable pour tenter. Il a été sur le fil du rasoir et a réussi le lancement de sa quatrième fusée et à la faire réatterrir et donc prouver que sa technologie était viable et fonctionnelle. Et à partir de là, l'aventure a démarré. Et c'est pas la seule chose qu'il a fait. Sur Tesla, autre pari qu'il a fait, il disait mais pourquoi on peut pas faire comme pour un jouet? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire une presse qui serait capable de faire la carrosserie en un seul coup pour réduire les coûts? Et tout le monde lui dit mais ça n'existe pas ce genre de machine, on peut pas se faire ce genre de choses et tout. Il dit bah on va la faire cette machine, on va l'inventer et on va essayer de faire en sorte de la faire en une seule pièce. Et en fait Elon Musk c'est ça, c'est toujours de faire ces paris un peu fous où des gens vont lui dire non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et le mec qui va dire Et bah on va y aller. je suis désolé, mais on va faire le parallèle à nouveau avec Kojima, parce que il y a une célèbre scène qui est connue d'un making-of où t'as un mec en fait, il va demander de faire un truc à un mec, et le mec va lui dire c'est impossible, il lui dit après t'es viré. Hmm. Donc en fait, si tu lui dis à Kojima, tu lui réponds, tu dis c'est impossible, il le vire le mec. Donc en fait, voilà, c'est ce genre de personnes complètement fous, voilà, qui ont pas mal de défauts, mais qui ont en fait ce côté-là, en fait, où ils refusent qu'on leur dise que c'est impossible. Et tous les grandes personnes de ce monde, ces génies un peu, sont un peu comme ça, quoi. Et voilà, le H qui dit j'ai pas mal de respect que je pouvais avoir pour lui en apprenant voilà ce qui est arrivé à la tête de Tesla de mon côté. Après, il faut faire la part des choses, et surtout le H, si tu as des grandes personnes dans l'histoire que tu admires, des grands génies, des grands penseurs, ne t'intéresse pas en détail à ce qu'ils pensaient dans la vie privée et tout, parce que tu vas être extrêmement déçu. Souvent, c'est un peu le problème, c'est que c'est des gens qui sont un peu misandres, qui ont une vision du monde spéciale, tu vois. Et moi, je reste persuadé que malheureusement, il faut un peu cette qualité-là, c'est-à-dire qu'il faut savoir flirter avec la folie pour être un génie. C'est un peu ce que je trouve, ce tronc commun qu'il y a de tous les grands noms de ce nom. Et il vaut mieux regarder ce qu'ils ont inventé que de regarder après ce qu'ils ont fait en vie privée, tout ça, parce que vous allez être souvent déçus, quoi. C'est pas le cas tout le temps, il y a quand même des bons. Charlie Chaplin, que beaucoup de gens ont admiré parce que premier grand acteur international avec en noir et blanc et tout, a priori sur le côté plan humain, très très compliqué avec les femmes, très très compliqué avec les enfants. Voilà, il y en a. Jobs Et je refais aussi, juste un parallèle, Dadou, tous sur ce les que tu enfants. disais tout à l'heure, sur le respect de Kojima qui vire les gens. Oui. T'en as un autre qui était comme ça aussi, c'est Steve Jobs, du coup. Steve Oui. Jobs, c'est pareil. Le mec, en fait, si tu venais lui proposer ou lui contredire sur un projet et tout, le mec, il arrivait, il te disait, t'es viré. Tu dégages. Et en gros, t'avais deux réactions à avoir. Soit tu prenais tes affaires, tu te barrais, et dans ce cas, c'était définitif. Soit tu contre-argumentais, tu lui prouvais qu'il avait tort, et dans ce cas, il te gardait et il te propulsait. Et le mec, il t'expédiait. Donc du moment où le mec que tu... C'est bien aussi. Il venait à toi, il venait à la confrontation, c'est ok, t'es venu à la confrontation, t'assumes jusqu'au bout. Si j'ai perdu, je te monte. Si je gagne, tu dégages. Et
C'est pour ça, c'est des méthodes délicates, hein, compliquées et pas du tout bisounours, mais c'est comme ça. Après, moi, ça n'empêche pas que je dis à tout le monde, soyez bienveillants, gentils envers vos proches, envers tout le monde, hein. Mais qu'est-ce que je vais dire ça à un génie, il va me dire je m'en bats les couilles de ton avis, tu vois. Moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je fais les choses. Bon, bah, ok. Et je continuerai à admirer vos créations, mais pas votre personne, cher monsieur. C'est ça. C'est- Mais voilà, toujours en continuant sur le sujet, et ça c'est le dernier post sur lequel justement je me suis mis, non, avant-dernier post, également, bah du coup, tous ces comportements dont on est en train déjà de vous décrire et tout, ont une influence en fait grandissante également sur les entreprises de SpaceX, puisque Tesla non seulement a subi il n'y a pas très longtemps donc une attaque informatique d'ampleur, donc quelque chose d'assez conséquent qui a fait tomber X, mais c'est pas seulement X qui a été attaqué, piraté, etc., puisque ça a été le cas également pour Tesla. On a vu des manifestations en France, donc également contre certaines des boutiques ou magasins. Là, je vous ai un petit peu listé tout l'ensemble. X paralysé, panne mondiale le 10 mars, et revendiqué par un groupe de hackers Dark Storm Team. Je suis désolé, hein, je massacre les noms anglais comme d'hab. Non, c'est bon, c'est ça, c'est Dark Tesla Storm. pris pour cible, incendie criminel DST, en France, magasin vandalisé aux États-Unis, slogan anti-Musk visible sur plusieurs sites. Boycott économique, des entreprises comme Lego et Nestlé retirent leur pub de X, Musk réplique avec des poursuites judiciaires. SpaceX a quand même perdu aussi en chiffre d'affaires. Le Dogecoin, donc la monnaie favorite de Elon Musk, n'a jamais été aussi bas sur ces 4 dernières années. Enfin, il y a vraiment, il y a plus rien qui va en fait du côté d'Elon. Et je crois qu'en termes de pertes également, il a perdu 229 milliards. Donc c'était les chiffres annoncés en début de semaine, et il n'est pas impossible qu'il en ait perdu encore un peu plus. À tel point que aujourd'hui, petite chose que l'on peut constater aussi, c'est graphique richesse Elon Musk. Vous allez voir, si je retrouve le graphe actuel, j'aimerais quelque chose de récent. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on peut voir que les gens ont quand même un pouvoir politique, c'est-à-dire de faire bouger les choses en termes d'achat ou non d'achat, parce que l'achat est un acte militant. Mais moi, je fais le parallèle avec ce que peut faire Musk, comme ce qu'il y a eu aussi avec Disney, où Disney a exagéré sur pas mal de choses avec le wokisme. Et là, ils sont en train de rétro-pédaler parce qu'ils ont vu qu'ils ont pas mal perdu d'argent. Donc, non, c'est intéressant de voir ça et que voilà, ça rappelle quand même que vous, enfin nous tous, le public, on a donc ce pouvoir de donner à notre argent à qui aussi on veut, tu vois. Ça, c'est bien. Ouais. Alors, est-ce que tu retrouves les statistiques là, chaîne? Toujours en train de rechercher. Ah, on va aller sur ça. résultat de bourse. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est dans les derniers. Hop, on va prendre dans les 6 mois. Voilà. Donc voici le... Hop, je vais agrandir un tout petit peu. Donc voici les actions de Tesla hein, depuis lors de ses débuts. Donc vous voyez, hein, ça a vraiment explosé, doublé en termes Janvier d'investissement. 2025. Gros pic Ouais, en 2024, le 14 décembre 2024. Donc tout était encore fou, les élections étaient lancées. Est-ce que Trump allait être président, machin? Il était à vraiment son apogée à ce moment-là. Là, il avait été élu, les déjà. annonces avec ses participations, avec justement la gouvernance, la présidence et autres. Donc on voit, hein, il y a eu petite faiblesse du marché, mais c'est revenu. Là, c'est bon, on commence à démarrer un peu la campagne, tout ça. Donc allez, ça se stabilise. Et ensuite, on a le... Et là, il y a eu le salut nazi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est ça, hein, c'est le 21 juin, il me semble. 21 juin, salut nazi. Non, 21 janvier, 21 janvier, pas juin. 21 janvier, salut nazi. Et là, boum. L'action est quasiment redescendue il y a 6 mois. Donc il va faire attention à ce qu'il fait avec ses mains maintenant, parce que c'est un peu con, tu vois. Et la petite chose que vous pouvez constater, c'est que depuis cette date-là, depuis ce geste, il est toujours en compagnie
d'un enfant. Ah, bah oui, pour l'image. Ça, c'est un truc de fou. Alors, je suis désolé, ça vient pas de moi, hein, cette analyse. C'est quelqu'un que je suis sur X, du coup, qui en a parlé. J'arrive plus à me rappeler qui c'est. Euh, J'en suis incapable. J'aurais bien aimé le citer, hein, du coup. Mais très clairement, en fait, justement, cette analyse de cette perce boursière, et que c'est le même moment aussi où Musk a décidé de tout le temps s'afficher avec un enfant. D'ailleurs, à tel point qu'il y a des médias qui sont, je crois que c'est Yann Barthès, par exemple, qui parle dans une de ses émissions, qui dit, est-ce que cet enfant à école, est-ce que quelqu'un s'inquiète de cet enfant parce que en plein milieu de d'une matinée, d'un mardi matin et tout, il est dans le bureau ovale au lieu d'être à l'école. Donc il y a un petit côté un peu humour qui a été fait par les médias, les chaînes de télé ou autres, mais en vérité, oui, il est en train d'essayer de redresser son image parce que tout l'univers, en fin de compte, Elon Musk est en train de chuter. Après, vous inquiétez pas pour lui, c'est pas parce que c'est en train de chuter en ce moment qu'il est à la rue ou qu'il va avoir de gros problèmes. Il a démarré avec quelques millions, aujourd'hui il pèse des milliards, même si, entre guillemets, il grille les 80% de sa fortune à l'heure d'aujourd'hui, il aura toujours suffisamment pour continuer, en fait, à vivre aisément, à profiter et faire ce qu'il veut. C'est juste que là, Là, tu regardes, comment il s'appelle, Kanye West, lui ça va très bien aussi, hein. Pourtant il a fait 10 fois plus de dingueries, hein, c'est le petit gilet pare-balles taille 3 ans, c'est exactement ça. ouais. Regardez, j'ai un enfant et il va bientôt rajouter un chat, tu sais, il aura un enfant et un chat, il va se Et le parallèle à cette actualité, donc concernant ces attaques informatiques, ces crues, ces chutes, etc., je suis également tombé sur un post donc de Baptiste Robert, qui est du coup ce qu'on appelle c'est un expert au ZINT. Donc l'expert au ZINT, c'est l'analyse, c'est un expert en fait en recherche. Il récupère pas des informations illégales, et au contraire, il se sert d'outils disponibles sur Internet, des moteurs de recherche, des sites de référencement, des informations qui sont publiques également, et à partir de ça, en fait, il recherche les identités en fait des gens. Et donc, quand on parle de piratage informatique, on a retrouvé un des auteurs justement de l'attaque informatique, du coup, donc de l'attaque DDoS qui aurait fait tomber du coup la compagnie X et qui aurait bloqué tout simplement X pendant plusieurs heures. Et ce post, du coup, qui est disponible sur mon compte, que vous pouvez relayer, est hyper intéressant. On va le passer pour accélérer l'émission, mais est hyper intéressant parce qu'il explique toute sa démarche en fait pour retrouver l'identité du chef de ce groupe de hackers. Et là-dessus, donc il explique que il a retrouvé le pseudo généré en parallèle avec d'autres pseudos réalisés et créés sur la même période, que à partir du compte Telegram, il a pu retrouver des informations sur Internet, confirmer son adresse mail. À partir de l'adresse mail, il a pu confirmer un compte Instagram, un numéro de téléphone, et donc confirmer ensuite une identité sur LinkedIn. Donc c'est extrêmement fort la manière dont il a fait ses recherches et ce qui lui a permis de l'amener justement à découvrir l'identité en fait de la personne. Et donc, il a fait toutes ces captures d'écran, puisque dans son action, il a tout simplement interpellé également Elon Musk dans son tweet, en disant voilà, je suis à Washington, si tu veux qu'on se voie, écoute, je suis disponible et je pourrais te donner les informations précises sur le mec qui est responsable de ton attaque informatique. Donc, gros coup de pub en plus derrière pour son activité, et c'est vraiment pas mal. Ah ouais, bah, bravo à lui, hein. Bon, par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qui ont 2 prénoms, à la place du nom, mais sinon c'est très bien, quoi, Et donc voilà, GG à lui, et c'est ça une fait blague, hein, partie bien sûr, des exploits que j'adore justement dans le modèle de l'OSINT. Et vraiment, si ça vous intéresse plus en détail, je vous rappelle, le post est disponible sur mon compte X, et vous pourrez aller le chercher. Tac. Voilà. Dernier sujet d'actualité, on parlait de cybermenaces et autres. Alors, on va faire très court sur ce dernier sujet parce qu'il est déjà 12h37. Mais en gros, c'est un petit constat de ce qui se passe en ce moment au niveau de la cybercriminalité.
Et on voit en fait qu'on a une augmentation en France des piratages, des vols d'informations, puisque on a une augmentation de 40% de cyberattaques en moins d'une année. Et la tendance est même encore plus forte depuis les élections américaines. C'est-à-dire que depuis que Trump est en pouvoir, on est même, je crois, passé à on a une augmentation de 60%, là, juste en parlant de janvier. Donc 40% sur un an, et ça a pris 20% supplémentaire depuis les élections de Donald Trump. Donc derrière, est-ce que c'est véritablement est-ce que c'est vraiment une haine anti-français qui serait installée ou qui serait mise en place, ou est-ce que c'est simplement le monde qui part en sucette? Rien n'est moins sûr de ce côté-là. Du coup, même si je pense de mon côté qu'il y a un côté propagande en ce moment au niveau des États-Unis, c'est pas une propagande qui date d'hier, puisque du jour où la France a décidé, donc c'était sous Chirac, a décidé de ne pas accompagner les États-Unis concernant cette guerre en Irak, parce qu'il y avait l'arme atomique, qu'il fallait absolument enrayer ça, alors qu'en fin de compte, il n'y avait pas d'arme atomique, il n'y avait pas d'arme chimique, il n'y avait pas tout ça. La France a été très vite pointée du doigt, il y a eu de la désinformation par rapport à la France aux États-Unis, orchestrée par les États-Unis, et donc depuis que Donald Trump est de nouveau au pouvoir, on a aussi cette sensation de désinformation qui a encore fait une fois de plus vers la France directement, donc peut-être que ça explique aussi la tendance qu'il y a en ce moment chez nous. L'autre chose aussi qu'il y a, c'est cette fuite de données, puisqu'on a 19 millions de comptes qui se sont retrouvés sur Internet. 5 millions d'IBAN français ont été volés en 2024. Orange, Free, SFR, Vinci, France Télévisions, le Métropole du Grand Paris touché. Donc toutes ces sociétés qui ont été piratées. Puis chez nous encore, on a aussi parlé d'hôpitaux, donc notamment dans la région des Alpes-Maritimes, à Cannes. On a parlé de ces grands hôpitaux à Paris, à Lille. Donc vraiment, on a une grosse criminalité qui s'est installée à ce niveau-là. Des attaques revendiquées par des groupes pro-russes criminels. Alors, il y a énormément de pro-russes au niveau des groupes de hackers qui sont installés, mais attention, je ne suis pas persuadé que ce soit les seuls. Je pense aussi qu'il y a peut-être aussi sous certaines formes d'autres nationalités qui se cachent derrière, et que c'est pas nécessairement en fait pro-russe ou anti-russe. Je pense que c'est surtout économique. 43% des entreprises françaises ont subi au moins une attaque réussie en 2025. Alors, cette information, j'ai un trou du coup sur pourquoi je l'avais récupérée. Voilà. Oui. Donc ça, en fait, c'est-à-dire que sur toutes les sociétés qui ont été attaquées, c'est quasiment presque une société sur 3, en fin de compte, dont le piratage a été réussi et dont les attaquants ont réussi à pénétrer le système. Donc, aujourd'hui, la question qui est à se poser, c'est est-ce que nos entreprises en France sont aussi suffisamment protégées? C'est-à-dire, est-ce que cette augmentation de piratage est pas due aussi à une tendance que l'on a justement de pas suffisamment se protéger, de pas suffisamment s'informer. Moi, j'ai des entreprises qui refusent certains investissements parce que ils estiment que ces installations sont trop chères, qu'elles sont trop coûteuses, et ça, je trouve que c'est pas normal non plus, parce que derrière, en fait, ces entreprises encourent des risques par rapport justement à toutes ces données, ces fuites de données, et si on a une société sur deux dont le piratage réussit, c'est qu'il y a quand même un gros problème en termes d'investissement dans ce type de milieu. Alors, est-ce que c'est des fois la faute au prestataire informatique qui est incompétent? Je pense que le cas y est aussi. Derrière, quelles seraient les solutions qui pourraient être mises en place pour forcer peut-être les entreprises à s'installer? Alors, il y a des propositions qui ont été faites, comme le fait de dire que les sociétés informatiques allaient être responsables si leurs clients se faisaient pirater. Mais une fois de plus, je suis pas pour cette situation-là non plus, parce que moi, de mon côté, j'ai des clients qui me disent non, moi, je veux pas investir dans un pare-feu, moi, je veux pas investir dans une solution de sauvegarde parce que c'est trop cher, et de l'autre côté, si tu essayes de forcer un peu la main, la première menace qu'ils te brandissent, c'est je pars de chez vous et je vais chercher quelqu'un qui lui aura pas de problème à le faire. Et le problème, c'est que si je vous disais que c'était une petite partie de la clientèle, je vous mentirais.
Très clairement. C'est-à-dire que on pourrait, si on était imposé à mettre cette politique en place, je sais que j'aurais certains clients, pas les plus gros, heureusement, mais plus petits qui, eux, n'hésiteraient pas en fait à tout simplement nous quitter et derrière, iraient voir ailleurs, tout simplement. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi une mentalité qui est là, auprès des entreprises, et qui n'est pas encore tout à fait en place et qui permet pas vraiment de travailler avec confiance avec tout le monde sur ce sujet. Mais il faut effectivement qu'on fasse quand même quelque chose en France parce que c'est pas normal qu'on ait autant de piratage et de vol d'informations. Et donc, on va pas détailler tout le tableau. Si vous voulez voir tout le tableau, je vous laisse regarder sur le compte X directement. Mais concrètement, il y a des solutions qui existent, il y a des solutions qui peuvent être mises en place, mais pas tout le monde joue le jeu en France. C'est encore une histoire de prévention et d'éducation, mais là-dessus, on va voir ce que ça donnera par la suite. Ah oui, je rajoutais ça également, hein. Un Bah, autre très bien. poste de Sax, donc Sax, si vous ne le connaissez pas, qui était beaucoup plus discret en fait sur les réseaux auparavant, qui aujourd'hui explose, c'est devenu une référence d'un point de vue cyber, et il prend, moi je trouve son boulot très hacker, pour pas faire de jeu de mots. Et mais concrètement, Bravo. il est tout le temps en train de surveiller ce qui se passe sur les réseaux, sur la cyber en France et tout. Et je pense que vraiment, si voilà, si vous êtes présent sur X, allez le suivre. C'est quelqu'un qui partage énormément de choses et de manière très intéressante avec beaucoup de recul. Sinon, bah écoutez, moi de mon côté, je pense qu'on a fait le tour, hein, les amis, tout simplement. Hop, osing.fr. On retourne sur le site, comme d'habitude, de l'accueil. Donc vous voyez beaucoup moins de sujets, mais des sujets assez longs, au final. Ouais, c'est bien, on a pu déjà prendre le temps un peu d'en parler en détail, c'est cool aussi quand c'est comme ça. Ben oui. Du coup, bah voilà, donc cette petite émission commence gentiment à toucher à sa fin. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de venir ou autres, on se retrouve sur Discord dans la partie publique si vous voulez Alors, discuter un petit peu. juste un truc, alors peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un truc de fou cette actu là À qui vient de l'instant? tomber. Les AirPods permettront bientôt de traduire en direct les conversations avec iOS 19. Si une personne parle en italien, vous pouvez entendre la traduction en français dans vos écouteurs. Mm. Donc prochaine innovation Ouais, de mais Apple. une prochaine innovation qu'on verra Bon, de toute peut-être. façon, je Bah, pensais qu'on c'est allait une y venir, prochaine mais innovation, mais qu'on verra peut-être pas avant septembre. Et vu la tendance que Apple a en ce moment, ça veut dire que c'est même une technologie qui pourrait être disponible aux États-Unis, mais pas disponible tout de suite en France avant peut-être 2026. Parce que Apple en ce moment, ben, pour éviter de s'attirer quelques problèmes, ils évitent de déployer certains produits qui utiliseraient de l'IA. Et en l'occurrence, c'est ce que font ces écouteurs, hein, c'est une utilisation de l'IA aussi, parce que ils pourraient tout simplement se faire interdire ou bloquer en fait leur technologie. Du moins, c'est les arguments qui ont été donnés très récemment là-dessus. Par contre, ce n'est pas une innovation, puisque Google le fait déjà, je crois, avec c'est pareil, des AirPods, mais je crois que c'est la gamme Pix, AirPod Pix, un truc comme ça, ou Pod Pix. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose là-dessus? ah bah c'est cool, ouais, ça a testé aussi. Hein. Pardon, on devait conclure le morning, mais je me suis dit tiens, cette actu elle est ouf. Bah, on fait juste une petite parenthèse là-dessus pour les retrouver, mais Google Pixel Bud. c'est ça, Attends. exactement. Ah bah oui. Google Pixel Bud, donc technologie disponible pas avec tous les écouteurs, c'est une certaine gamme d'écouteurs du coup qui sont compatibles, ainsi que certaines versions d'Android. Et au niveau des langues, voilà, on a un petit tableau déjà qui est assez présent, donc on a du vietnamien, du russe, du grec, du français, de l'allemand, de l'anglais, de l'arabe. Donc on va dire vraiment, on va dire les langues principales, principalement parlées à travers le monde, sont quand même disponibles sur la plateforme. Hop.
Du coup, les amis, comme je vous disais, comme d'habitude, on se retrouve sur le Discord tout juste après si vous voulez venir discuter, échanger, pour parler d'actu ou même pour parler de toute autre chose. Sinon, on se retrouve vendredi prochain pour cette émission, du coup, donc soirée Monster Hunter, pour venir parler un petit peu de ce jeu qui vient de sortir. Donc ça aura lieu vendredi soir à 21h le 21 mars. Et sinon, pour ma part, comme d'habitude, on se retrouve soit sur les réseaux sur X, soit sur le Home Morning de la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, on vous fait de gros bisous, de gros poutous à tout le monde, portez-vous bien, faites attention à vous, et à très vite sur les réseaux avec Ozing. Ciao tout le monde. Merci Evili pour le partage. Merci. Bonne journée Brissing, bisous bisous. La bise.